Bonsoir à toutes et à tous. Quel plaisir de vous retrouver sur El Maralebia pour ce nouveau numéro de Microscope. Soyez les bienvenus en ce samedi 3 août. Nous allons revenir comme chaque fin de semaine sur l'actualité, les principales actualités qui ont dominé notamment le pays, avec toujours cette articulation générale autour de ce 7 septembre. On le rappelle, donc date anticipée des élections présidentielles en Algérie, annoncées déjà il y a quelques semaines par le président algérien Abdelmadjid Tebboune. Donc on reviendra aussi sur cet environnement à différents niveaux. Puis l'actualité aussi a été dominée cette semaine par une nouvelle crise diplomatique. Nous allons bien évidemment revenir sur le cas présent, le cas précis avec cette crise diplomatique avec la France. Ce n'est pas la première depuis 5 ans. Il y a eu déjà des situations très compliquées, l'affaire Amira Bouraoui, un simple article de journaux chez nos confrères de France 24 par exemple, ou encore bien évidemment la sortie d'Emmanuel Macron en qualifiant le système algérien de politico-militaire. Des annonces ont été faites. Alors pour rappel, rapidement, avant de vous présenter mes invités, une lettre adressée au roi Mohamed VI. Vous l'avez compris, donc le litige aujourd'hui, la crise qu'il y a entre ces deux pays, on va essayer de comprendre réellement ce qui se passe encore une fois, eh bien, est lié au Sahara occidental, puisqu'Emmanuel Macron donc a jugé que le plan marocain d'autonomie du Sahara occidental de 2007 est là, je cite, seule base pour régler le conflit lié au Sahara occidental, sans aller jusqu'à parler de Sahara marocain. Le chef de l'État français précise au passage que le présent et l'avenir du Sahara occidental s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. On va y revenir. L'intangibilité de la position française sur cet enjeu de sécurité nationale pour le royaume. Il est temps d'avancer, dit Emmanuel Macron. J'encourage donc toutes les parties à se réunir, certainement donc en parlant du Maroc et de l'Algérie, qui sont aujourd'hui bien évidemment en crise diplomatique maintenant depuis plusieurs années. J'encourage donc toutes les parties à se réunir en vue d'un règlement politique qui est apporté demain. Le gouvernement algérien donc a rétorqué rapidement, a décidé le retrait de son ambassadeur donc auprès de la République française. Aujourd'hui, les affaires en France donc relèvent d'un chargé d'affaires. Il n'y a plus d'ambassadeur, il n'y a plus de diplomate. Le gouvernement français a fini par donner sa caution franche et catégorique au fait colonial imposé au Sahara occidental, nous dit le ministère des Affaires étrangères donc algérienne, ce pas qu'aucun autre gouvernement français donc a fait avant lui. Donc ce sont des mots importants, on va essayer d'y revenir ce soir. Y aura-t-il aussi d'autres décisions, retrait d'un ambassadeur, C'est assez simple. Est-ce que réellement nous sommes ici, j'ai envie de dire, dans des décisions de caprice où il y aura d'autres initiatives, des décisions, par exemple, pourquoi est-ce que le pouvoir algérien ne convoque pas tout simplement l'ambassadeur français qui est à Alger aujourd'hui? Est-ce qu'il y aura d'autres conséquences telles que nous avons pu le constater, notamment avec l'Espagne? Alors ça, bien évidemment, c'est pour la situation avec la France, mais nous allons aller au-delà ce soir. Nous allons essayer de revenir sur cette diplomatie qui pour certains navigue à vue, un pays qui s'est isolé, la place de l'Algérie au Sahel, la place en Afrique, la chute et la perte du BRICS, malgré tout de même un pouvoir qui dit maintenant depuis pas mal de temps que l'Algérie a retrouvé sa place sur l'échiquier international. Nous allons y revenir. Bien évidemment, la sortie d'Ahmed Attaf, qui a fait aussi parler beaucoup d'elle, puisqu'il a annoncé clairement que cette annonce a été faite par Emmanuel Macron à Abdelmadjid Tebboune le 13 juin dernier dans le cadre du G7 en Italie, dans la région des Pouilles. Pourquoi est-ce que depuis le 13 juin, la diplomatie algérienne n'a pas su anticiper, n'a pas su prendre le taureau par les cornes et laisser Emmanuel Macron donc se diriger vers le Maroc et quelque part peut-être laisser le cheval perdant de côté. Donc on va évoquer bien évidemment cette diplomatie. Et puis dans un deuxième temps, nous allons parler d'élections présidentielles, notamment la sortie cette semaine de Mohamed Chorfi. Nous allons revenir sur sa conférence de presse. Vous allez voir malheureusement, alors à la fois ça peut être risible, à la fois c'est chaotique, quel état, désastre, ce sont ces mots
à Mohamed Chorfi qui donc dirige donc cette agence nationale indépendante qui est censée organiser donc les élections. Donc vous l'avez compris, nous allons essayer de revenir un peu dans quel cadre est organisée ces élections. Mohamed Chorfi qui a dit clairement que l'Algérie était prête à organiser les élections. Donc depuis toujours, le prochain scrutin présidentiel se déroulera dans des conditions aux normes optimales en termes de transparence. On y revient ce soir. Et puis ces 3 candidats qui ont été validés par le Conseil constitutionnel. Et il y a eu des recours, sachez-le, nous allons y revenir, mais des recours donc qui n'ont pas été pris en compte par le Conseil constitutionnel. Et puis nous allons revenir sur cette enquête annoncée hier donc par le procureur de la République, une enquête donc notamment faite liée à des achats de signatures. On l'écoutera tout à l'heure. Avec nous, Hassan Herrej, bonsoir, ingénieur économiste, analyste politique, écrivain, je rappelle une nouvelle fois, donc voilà, il est là. Slimane Azem, toujours disponible. Voilà, vous l'avez à l'antenne, Slimane Azem, Blessure et résilience aux éditions de l'Harmattan. Hassan Herrej, bonsoir. Bonsoir, merci pour votre invitation. Bonsoir à votre équipe, à tous les téléspectateurs. Bonsoir à vos invités. Je suppose que vous en avez. Et merci de présenter encore une fois Slimane Azem parce qu'il est au cœur du sujet d'aujourd'hui. Il est un des premiers à parler justement de la géopolitique, notamment avec Thérouith Berouil, Mkhairani Sousta, qui a parlé de la bombe atomique, qui a parlé de la conquête de la Lune, qui a parlé de rapports de force entre les nations, notamment les Russes, les Américains. Il avait annoncé avant Alain Perfit l'émergence de la Chine comme troisième puissance mondiale. Il était vraiment, comment dire, un visionnaire de ce point de vue-là. Il a été le premier poète, artiste, chanteur à avoir introduit dans sa poésie chantée la géopolitique. Merci Hassan Herrej d'être avec nous, il est important de le rappeler. Et puis surtout, j'invite les téléspectateurs, téléspectatrices, notamment les nouvelles générations à se le procurer. Ça fait partie aussi du patrimoine algérien. Il est avec nous, Khassid Jebal, bonsoir, militant politique, bonsoir. Alors je ne sais pas si vous êtes à Paris ce soir ou si vous êtes dans ce magnifique pays que nous aimons tant, l'Algérie. En Algérie, à Béjaïa, oui, à Marseille. Il fait beau à Marseille, il fait beau à Béjaïa. Donc voilà, c'est les 2 pays me plaisent. Mais voilà, sur ce, merci pour cette invitation. Merci à toi et merci à toutes les personnes qui sont avec vous et à vos invités. À tout à l'heure. Merci infiniment, Khassid Jebal. Merci pour votre fidélité. Comment, bien évidemment, ne pas invité Hamid Lelou, il est à Washington car nous avons des gros dossiers qui l'intéressent, dont il est aussi spécialisé. Hamid Lelou, bonsoir. Bonsoir Si Chaban, bonsoir à tes invités, bonsoir à tout le monde. Et je suis content d'entendre l'histoire de Slimane Azem de la part de Hassan que je sais en particulier. Et il a aussi dit quelque chose qui s'applique à notre diplomatie, que moi j'appliquerai. Il a dit et j'en parlerai tout à l'heure. Très bien, je vous laisse en parler effectivement. Slimane Azem qui a écrit voilà l'exil, l'amour, l'Algérie, la Kabylie, mais aussi la révolution et l'indépendance. Merci à tous les 3. Je voudrais juste commencer une actualité qui m'a marqué cette semaine. On en a parlé dans le cadre de nos éditions Le Monde, nos confrères de Le Monde notamment, qui sont revenus sur l'exode des médecins, l'Algérie qui gèle la certification de leur diplôme. Voilà, donc ça a été annoncé dernièrement officiellement, donc pour éviter qu'il y ait trop d'exode, les médecins notamment, on ne leur remet pas leur diplôme tout de suite. Sachez que dans les dernières années, il y a eu pas moins de 15 000 professionnels de la santé qui ont dû partir s'exiler pour des raisons de moyens, notamment de fonctionnement, de salaire
entre autres, voilà, qu'ils puissent exercer leur profession normalement, voilà, pour cette, puisque c'est lié aussi ce soir. Et puis je voudrais juste aussi saluer Iman Khelif qui a battu la Hongroise Luciana Amori au point en quart de finale. Elle est qualifiée donc pour les demi-finales des moins de 60 kilos en boxe. C'était à Villepinte aujourd'hui, un combat qui a attiré énormément de médias. Voilà, on est tous derrière Iman Khelif. C'est ça aussi, l'Algérie, c'est aussi le sport. Qassid Jbal, je vais commencer par vous, cette actualité cette semaine. Cette crise, qu'est-ce que vous inspire cette nouvelle crise entre la France et l'Algérie, d'abord liée à ce Sahara occidental? Alors, ce que je vous propose ce soir, bien évidemment, c'est pas spécialement de s'intéresser sur le Sahara occidental en soi, mais essayer de savoir comment la diplomatie algérienne gère ces dossiers, puisqu'on a encore quand même une période assez importante. 2-3 éléments que vous connaissez, vous allez réagir tous les trois. Une visite est censée arriver d'ici le mois d'octobre, qualifié d'historique. Qualifié d'historique, c'est un mot vraiment important. Qu'est-ce que veut dire le président algérien? Et puis, Ahmed Attaf le dit, le 13 juin, on annonce au président algérien qu'il y aura une décision, en l'occurrence Emmanuel Macron. Pourquoi est-ce que depuis, rien n'a été fait? Vous ouvrez le bal ce soir. À dire, c'est que la France, que soi-disant qui prône les droits de l'homme, la liberté, la légalité, la fraternité, surtout la légalité des organisations. La France qui est membre du Conseil de sécurité de l'ONU, aujourd'hui, elle a essayé, dans un gouvernement qui n'est même pas encore installé, alors que tous ces ministres, le gouvernement est démissionnaire, que le gouvernement aujourd'hui s'occupait uniquement des affaires courantes, Monsieur le Président, le petit président français, Emmanuel Macron, a voulu prendre des décisions individualistes en dehors du Conseil de l'ONU, qui est donc, elle est membre, indigné par, je suis franchement indigné, même tous les hommes et femmes politiques dans le monde entier, même ceux qui sont aujourd'hui le Parlement majoritaire en France, sont indignés par cette décision. Ce président autoritaire, totalitaire, on l'a vu depuis les dernières élections, a tout fermé, a tout bloqué. Il voulait avoir une place comme le président de l'Europe, alors qu'il est tout petit. Il ne pouvait pas avoir cette place, surtout devant l'Allemagne et les autres pays, les autres grands pays. De ce petit président qui essaye d'intimider le gouvernement algérien et la souveraineté algérienne. Déjà, même dans sa lettre, si vous avez remarqué, il essaie juste à la dernière, en bas de la page de sa lettre, lorsqu'il a parlé, il n'a même pas utilisé. Ça, c'est bien pour lui, c'est un point, même si c'est négatif, mais c'est un point pour lui. Il n'a jamais utilisé le Sahara marocain, il a utilisé le Sahara occidental. Ou est-ce qu'il croyait que la seule. Comment? Oui, je voudrais juste, alors merci pour ces quelques éléments concernant, parce que le temps passe vite, concernant l'action d'Emmanuel Macron, et ça, je vous le concède, il y a eu pas mal de critiques, pas mal d'opposants sur ces annonces, ça n'engage que lui-même, mais c'est important, votre analyse, elle a lieu de débattre. Mais ce qui m'intéresse vraiment, c'est de vous entendre sur la diplomatie algérienne. Vraiment, ce soir, on va s'intéresser à cette question. Pourquoi est-ce que, à un moment donné, Alger, le ministère des Affaires étrangères annonce qu'Abdelmadjid Tebboune était au courant depuis le 13 juin. Et aujourd'hui, encore une fois, on a l'impression d'avoir une diplomatie qui tombe des nues et qui fait... C'est vraiment ce qui nous intéresse ce soir. Emmanuel Macron verra peut-être dans un deuxième temps. Donc vous minimisez la diplomatie algérienne, ou vous croyez que la diplomatie algérienne est une diplomatie réactionnaire. Ça veut dire, dès que quelqu'un y pète, on doit lui faire un contre-paix. Mais non. Et le Coran peut, par rapport, nous sommes tous au courant même avant la réaction de la commission parlementaire de l'Union européenne, déjà par rapport aux imports-exports entre l'Algérie et l'Union européenne, nous savions qu'il va venir une bombe
malheureusement, qu'on va une bombe. Et pourquoi on n'a rien fait? Pourquoi est-ce que, selon vous, pardonnez-moi de ce tac au tac, c'est une technique, oui, ça donne un peu de fluidité. Pourquoi, encore une minute, et on va entendre nos deux autres invités, pourquoi est-ce qu'à un moment donné, alors, est-ce qu'on tombe des nues? Bon, ça, il y a débat. La diplomatie algérienne, est-ce qu'elle tombe des nues en faisant un retrait d'ambassadeur? Mais pourquoi, selon vous, Alger n'a pas été capable, depuis le 13 juin, de travailler avec Emmanuel Macron, avec sa diplomatie, en le freinant un peu, etc. Attendez, pourquoi travailler avec quelqu'un qui a essayé, ça veut dire de toucher à la souveraineté parce que nous savions bien, tout ça là, c'est par rapport à l'accord d'association de 2005 sur les imports, sur l'import-export et les échanges commerciaux qu'il y a entre l'Algérie et la France. L'Algérie est un pays souverain. Oui, l'Algérie, elle a signé des accords, elle a signé des traités et elle doit respecter, mais pas en défaveur. Parce que l'accord qui a été signé, l'accord d'amitié qui a été signé en 2005, il était défavorable à l'Algérie. Pourquoi? Ça, on peut le discuter aussi. Il faut dire ce qu'il y a. Le gouvernement algérien, les hommes, la diplomatie algérienne, les hommes et les femmes qui signaient certains accords et certains traités, ils n'étaient pas à la hauteur. Et de deux, ils étaient des vendeurs. Ils ont vendu notre Algérie. L'oligarchie bouteflikaste a vendu l'Algérie. Donc, très bien, restez avec nous, Hassan Djebal. Vous allez avoir la parole. Vous avez. Je voudrais entendre Hassan Hairech sur ce dossier. On a Hassan Hairech, je le disais tout à l'heure, et cette semaine, on a encore cet exemple avec la France. C'est pas la première fois depuis 4 ans. Il y a eu pas mal de choses qui ont dépassé l'entendement. Comment vous analysez, Hassan Hairech, le comportement, les actions menées, la stratégie, la vision, les pressions, les leviers d'influence de la diplomatie algérienne, notamment sur un dossier comme celui-là? Malheureusement, je pense qu'un des problèmes de l'Algérie, c'est que pratiquement tous les dossiers sont traités à la petite semaine. C'est-à-dire, on réagit à la dernière minute, il y a une procrastination, on laisse toujours les gros dossiers, les petits dossiers aussi, du jour au lendemain, de mois en mois, d'année en année, etc. On attend qu'il y ait une crise. Vraiment, c'est la gestion des crises. On attend qu'il y ait une crise pour qu'on réagisse. Et malheureusement, à partir du moment où il y a une crise, c'est souvent trop tard. Parce que ce dossier du Sahara occidental, par rapport à la France, je ne parle pas des autres pays, puisqu'il est question ce soir justement de la position française. Cette position de la France, elle a commencé à évoluer après Sarkozy au pouvoir. Rappelons-nous presque analogue d'Alain Juppé, qui était ministre des Affaires étrangères, où il s'approchait justement de la position marocaine. Il l'a indiqué à plusieurs reprises, et il y avait aussi un certain nombre d'hommes politiques, notamment de la droite et de l'extrême droite, qui donnaient un certain nombre de signes pour pousser la France à aller du côté marocain. On se souvient aussi, un peu plus récemment, des sorties du premier ambassadeur français à Alger, M. Bajolet, qui a d'ailleurs écrit un livre particulièrement virulent par rapport à l'Algérie, puis Driancourt, qui a fait une sortie extrêmement claire. Il dit on s'est attaqué aux intérêts de l'Algérie, aux intérêts de l'émigration algérienne, il la remis en cause. C'est lui qui a donné le la de la remise en question des accords de 1968. Donc il y a eu beaucoup de signes de ce genre, sans parler évidemment de l'extrême droite, des positions de Éric Zemmour, de Maréchal Le Pen, Mario Maréchal Le Pen, Marine Le Pen elle-même, comment il s'appelle, l'ancien Premier ministre Pierre, l'ancien Premier ministre là, du Havre, maire du Havre, qui lui aussi... Oui, vous me prenez les mots de la bouche, le patron d'Horizon, ça va me revenir. Qui a emboîté le pas à Driancourt, et donc il y a eu tout un faisceau anti-algérien et pro-marocain qui se dessinait. Et l'Algérie est restée attentiste, malheureusement. Elle n'a pas su ni utiliser
les amis de l'Algérie, parce qu'il y en a, parce qu'elle les néglige. Ça fait partie de la vulnérabilité de l'Algérie. Peut-être qu'on reviendra sur les vulnérabilités du système algérien et Exactement. de la diplomatie algérienne d'une façon générale. Mais elle a laissé passer, elle a fait le dos rond, pensant que les intérêts français étaient si importants en Algérie et que Emmanuel Macron, qui a déclaré l'amour à Tebboune et qui a effectivement enclenché quand même un processus à partir notamment de 2022 où il a reconnu les crimes contre l'humanité concernant la colonisation, où il a fait de petits pas, notamment en ce qui concerne Pierre Audin, en ce qui concerne l'avocat Boumengel, en ce qui concerne des dossiers comme ça. Et du reste, malheureusement, Benjamin Stora a réussi à engluer les rapports franco-algériens dans un secteur mémoriel, dans tout ce qui est affect, alors que là, c'est pas du tout dans l'intérêt de l'Algérie. L'intérêt de l'Algérie, c'est plutôt au niveau des transferts de technologie, au niveau des savoirs, au niveau de transfert de la monnaie, au niveau des investissements, au niveau de la formation, au niveau de l'armement, etc. Et nous, on est parti dans les ressentis, dans les émotions, alors que le dossier mémoriel ne doit pas être tenu par l'État algérien, mais par des associations d'enfants du Chouhada, qui doivent se battre justement pour faire reconnaître un certain nombre de crimes. Je pense très franchement qu'on est complètement hors du temps. On est plus dans la fierté de l'Algérie plutôt que dans l'intérêt de l'Algérie. Et on peut revenir là-dessus. Je pense que le dossier dont nous parlons aujourd'hui est lui aussi pris en charge de façon au niveau des affects et non au niveau des intérêts géopolitiques. On va essayer effectivement. Le but ce soir, c'est de comprendre. Hamid Lello est avec nous. On a le plaisir de le recevoir aussi cette l'Algérie semaine. Est aujourd'hui membre du Conseil de l'ONU, même si elle n'est pas membre permanent, mais aujourd'hui, elle peut faire intervenir, elle peut je vais revenir à vous, Hassan Helash, on a encore du temps, pas mal de temps. Hamid Lello, on était bien évidemment, on a le plaisir de vous recevoir cette semaine concernant ce dossier. Vous pouvez réitérer bien évidemment quelques éléments. Et ce qui nous intéresse ce soir, c'est vraiment l'anticipation, la gestion, d'essayer de comprendre les causes de cette diplomatie qui pour certains, d'ailleurs il y a un point d'interrogation au titre, mais qui pour certains relève tout de même de plus en plus d'une diplomatie peut-être de l'affect. Alors vous avez pour l'instant, il y a deux avis différents sur le plateau. Hamid Lello, comment vous, d'abord sur ce dossier, pourquoi l'Algérie n'a-t-elle pas su vraiment prendre le taureau par les cornes et apporter peut-être les éléments qu'il faut, convaincre notamment Paris. Parce que la question qui se pose aussi, c'est que si demain l'Allemagne, la Belgique, le Canada et puis d'autres pays affirment clairement leur position, est-ce que Alger va retirer tous ses ambassadeurs et ça crée des dégâts pour la diplomatie algérienne? Hamid Lello. Les causes sont multiples et diverses. La position officielle de l'Algérie, c'est l'ONU, mais l'ONU, c'est justement tous ces pays qui composent l'ONU, en particulier les pays les plus importants dans les États-Unis, la France et autres. Moi, je dis que le problème du Sahara occidental, c'est un règlement de la crise du Sahara, devrait se faire au niveau de l'Afrique du Nord. Je parle de l'Afrique du Nord, pas du Maghreb, de l'Afrique du Nord. Une Afrique du Nord dont les peuples seraient au conditionnel libérés. On y vient juste après. Hamid de l'emprise de leur régime illégaux. La France, qui est malmenée ailleurs, qui est affaiblie, continue à se comporter comme le parrain des régimes de l'Afrique du Nord, justement en particulier du Maroc et de la France. Pourquoi on doit écouter particulièrement la France? Qu'est-ce qu'elle a à dire par rapport à un problème que je considère interne à la région de l'Afrique du Nord? Le problème de la diplomatie algérienne, elle est tatillonne
parce que... Justement, Hamid Lelou, c'est intéressant ce que vous dites. Je ne sais pas si vous m'entendez. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, on est amené aujourd'hui à ce qu'Emmanuel Macron fasse tout un boucan, alors qu'encore une fois, il n'est pas concerné. Il crée une affiliation, une alliance pour des raisons économiques. On pourrait faire une autre émission là-dessus avec son ami le roi du Maroc. Mais c'est ça la question. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, Alger n'a pas su jouer ce rôle de pression, d'influence et de ne pas se retrouver dans cette position? Moi, je vais vous faire une interprétation terre à terre, très simpliste. La France qui continue à se comporter comme le parrain. Le parrain, c'est comme le père qui a 2 enfants. Et des fois, le père ne peut pas faire plaisir aux 2 enfants en même temps. Il va favoriser l'un par rapport à l'autre. D'ailleurs, quand la France se positionne du côté de l'Algérie, elle le fait au détriment du Maroc. Et quand elle se positionne en faveur du Maroc, elle le fait au détriment de l'Algérie. Et ce jeu du chat à la souris, il continue depuis des années. Parce que le statut de la France, c'est malheureux à dire, ça me fait mal au cœur en tant qu'Algérien, je suis sûr que ça fait mal au cœur aux Marocains en tant que Marocains. Les pays d'Afrique du Nord, en particulier l'Algérie et le Maroc, ne sont pas réellement souverains par rapport à la France qui s'est toujours comportée comme le parrain, comme le patron dans la région. Et à chaque fois qu'il y a un problème entre les 2 pays, l'Algérie et le Maroc en particulier, les 2 se retournent vers la France. Qu'est-ce que la France va dire? Qu'est-ce que la France va faire? Qu'est-ce que la France pense? Alors que le problème entre 2 frères jumeaux, je dirais, ils devraient se régler entre eux dans le cadre de l'Afrique du Nord. Mais ça peut se faire que quand il y aura une vraie Afrique du Nord avec des régimes qui répondent aux aspirations des peuples, les peuples qui ne sont pas malheureusement libérés de cette joute, de cette prise ou emprise des régimes illégitimes. Moi, je ne tape pas que sur le régime algérien qui est illégitime, mais au Maroc, c'est la même chose. Mais ça, c'est l'affaire des Marocains. C'est à eux de s'occuper de leur régime politique. Et je disais avant, et je remercie mon ami Hassan qui a écrit ce livre sur Slimane Azem. Je répète un passage de Slimane Azem dans une chanson qui disait c'est-à-dire que au-dessus, à l'extérieur, c'est beau, c'est gentil, tout ça, mais dès que tu ouvres le couvercle, c'est sale. C'est cacher la saleté au-dessous d'une couverture. C'est la diplomatie algérienne, c'est le régime algérien. Il a caché ça pendant des années parce que le contexte était différent à l'international. Ils étaient sous la couverture de l'Union soviétique. On sortait d'une révolution extraordinaire qui a donné une certaine image à l'Algérie, mais le seul succès diplomatique réel, c'était la libération des otages américains en 1979. À part ça, c'est que des échecs. Le Mali entraîne depuis des années et ils ont prétendu l'avoir réglé. On se fait éjecter du Niger. Le problème, soi-disant, Irak, Iran, ça a coûté 1 million de morts et 8 ans de guerre. Le problème Érythrée, l'Algérie s'est mêlée, elle l'a jamais réglé, ça existe toujours. Donc c'est ça le problème. Et l'affaiblissement de l'aile française, je dirais maintenant, l'autre problème par rapport à cette question, c'est l'affaiblissement de l'aile française au sein même du régime algérien qui est tentaculaire et qui est représenté par des intérêts divers. Vous pourrez réagir là-dessus juste derrière. Qassid Jebbar, on arrive. En tout cas, les Algériens arrivent à terme de la mandature du chef de l'État aujourd'hui, du président Abdelmadjid Tebboune. Ça sera le 2e axe, notamment dans le cadre de ces élections. Mais il y a tout de même, si on essaye de comprendre un peu et d'aller au-delà de ce cas qui est lié notamment au Sahara occidental. Alors, avoir votre avis, c'est tout de même. Alors, d'abord, on rappelle aux téléspectateurs qu'Ahmed Attaf, et je crois qu'il est le 3e ou le 4e ministre des Affaires étrangères, qu'il a été aussi ministre des Affaires étrangères 94, 94, 95. Ça en dit long aussi un peu sur l'évolution de la nouvelle Algérie, du système. Est-ce qu'il ne faudrait pas renouveler tout ça? Bon. Mais comment cette diplomatie, on parle d'un pays tout de même qui
qui n'a pas eu son BRICS, malgré des annonces quand même assez importantes. Le Mali, la place en Afrique, le Sahel, sa puissance, sa pression notamment au sein de la Ligue arabe sur le retour de certains pays. On se connaît l'Amérique, premier fournisseur d'armes en Israël. On n'a pas vu un président algérien faire pression à l'Amérique en disant « mais attendez, nous, on convoque votre ambassadeur parce qu'on n'est pas d'accord, parce qu'on soutient la Palestine ». Il y a un certain nombre d'éléments qui font qu'aujourd'hui, depuis 5 ans, cette diplomatie, alors c'est la même question pour les trois, comme ça me permettra, s'il vous plaît, messieurs, de ne pas réitérer. On a tout de même une diplomatie qui est assez bancale, qui pose question, est-ce que c'est, selon vous, cette diplomatie a apporté des choses nouvelles dans le développement économique, dans le développement en termes de relations, et qu'aujourd'hui, le peuple peut être ravi de la diplomatie et de ces 5 années d'Abdelmajid Tebboune. Alors, Kassid Jebal, pour commencer. Ce n'est pas le peuple qui va le dire, c'est le monde entier qui parlait de la diplomatie algérienne. Vous voulez donner une tache noire à la diplomatie algérienne alors que toutes les hommes politiques... Encore une fois, Kassid Jebal, vous dites c'est bocal. Rien du tout. Je vous pose une question et j'attends. D'accord. Non, vous avez la parole et j'attends vos arguments. Mais moi, honnêtement, je ne trace aucun tableau noir. Apportez-nous des éléments qui font qu'aujourd'hui, il y a un développement économique. C'est à vous d'argumenter. Non. Vous ne dites pas ce que les hommes et les femmes politiques disaient sur la diplomatie algérienne. Vous utilisez un terme bocal, ça veut dire, voilà, c'est une tâche, soi-disant. Alors que la diplomatie algérienne, depuis l'existence de l'Algérie, depuis l'existence, ce qu'on appelle un pays révolutionnaire. L'Algérie est un pays révolutionnaire et des révolutionnaires. C'est la Mecque des révolutionnaires. Elle a une diplomatie cohérente depuis son indépendance à ce jour. Mais il y a certains qui croient encore, comme il a utilisé notre ami de Canada ou des États-Unis, Hamid, et la France croit encore au patriarcal, que le petit président français veut être le patriarche de toute l'Afrique. Aujourd'hui, il a perdu la CEDEAO, il a perdu le Sahel, il a perdu l'Afrique de l'Ouest. Et aujourd'hui, il ne faut pas oublier qu'en IDE, ça veut dire dans l'investissement direct en Algérie, juste Total, elle totalise quand même 2,4 milliards. Total Énergie, la plus grande entreprise pétrolière gazière en France, elle risque aujourd'hui d'avoir des problèmes. Quand vous dites pourquoi l'Algérie n'a pas réactionner directement, n'a pas réactionné. Et pourquoi pas peut-être l'Algérie a voulu ça aussi, comme ça pour mettre fin, un terme à la relation et à l'accord franco-algérien, même si c'est pas, je vais pas vous dire c'est exactement ça, mais Kassid Jebal peut penser comme ça aussi. La France aujourd'hui a la peur. La France, comme certains petits. Mais derrière la France, Kassid Jebal, je comprends qu'on aime aussi la France et c'est pas un problème d'aimer l'Angleterre, la France, la Belgique ou Tombouctou. Mais moi, je vous ai posé une question sur cette diplomatie algérienne depuis 5 ans. C'est une diplomatie qui a eu tout de même, c'est des constats. Dernièrement, le Mali, il y a pas mal de. J'aurais aimé avoir un peu votre vision sur les actions concrètes, ce qui a été mis en place par le ministère des Affaires étrangères, d'ailleurs, qu'on a très peu entendu aussi. C'était ça ma question. Donc, je reviens à vous dans un instant sur peut-être vous pourrez réagir. Essayez vraiment, le temps passe vite, donc on pourrait passer la soirée à parler d'Emmanuel Macron et de la France, mais c'était pas le but de la question. Hassan Heresh, voilà, la même question peut-être pour vous. Il en va une diplomatie, on va aussi de la sécurité du pays, de la sécurité des Algériens. D'ailleurs, cette semaine, il y a eu pas mal de questions qui se sont posées. Est-ce que derrière ce dossier important, toutes les causes sont importantes. Encore une fois, le but, c'est de ne pas prioriser. Mais certains disent qu'il y a eu des milliards qui ont été mis sur ce dossier du Sahara. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Algérie n'en fait pas trop? Est-ce que c'est le bon moment jusqu'à ce qu'on perturbe ses relations à l'international? Est-ce qu'on ne compromet pas sa diplomatie? Est-ce qu'on n'engage pas la sécurité du pays? Donc, avoir votre avis là-dessus. Beaucoup disent que c'est un dossier qui doit être évoqué par des spécialistes, des universitaires, des historiens, entre autres, et pourquoi pas aussi à l'Assemblée. Hassan Heresh. C'est un dossier tellement épineux qu'il faut le voir toujours avec plusieurs faisceaux d'informations et d'analyses
parce qu'une seule explication ne suffit jamais pour aborder un tel problème, un tel dossier. Ce que je peux vous dire, c'est que si vous vous en tenez qu'aux 5 dernières années, ce que je peux vous dire, c'est que nous avons raté beaucoup d'occasions. Il fallait utiliser Macron. Macron était venu à Alger, il avait besoin de l'Algérie, il en avait besoin à beaucoup de niveaux. Intéressant, il en avait ça. besoin pour sa réélection, il en avait besoin pour ses rapports avec la Russie, pour ses rapports avec l'Afrique, pour ses rapports avec le Moyen-Orient et pour sa sécurité aussi. Et tout ça, l'Algérie a énormément d'atouts. Elle a beaucoup d'expertise et elle aurait pu effectivement en donner la main à Macron, donner la main à la France, avancer ensemble et régler un certain nombre de problèmes. Malheureusement, il n'en a pas été ainsi. Je peux même vous dire un peu plus, un autre élément fondamental. L'Algérie n'a pas profité de la crise franco-marocaine. Lorsque on a découvert que le pouvoir marocain espionnait Macron, espionnait ses ministres, espionnait les députés, espionnait un certain nombre de décideurs français par l'intermédiaire d'un logiciel qu'elle a acheté aux Israéliens ou que les Israéliens lui ont fourgué. Et cette crise-là était extrêmement importante, était aiguë, notamment qu'elle était aussi élargie à toute l'Europe. Parce que von der Leyen, un certain nombre de décideurs européens ont été aussi espionnés par les services marocains. L'Algérie n'a pas profité de cet épisode-là pour se rapprocher et de la France et de l'Europe pour leur montrer que le pays le plus sûr, c'est l'Algérie, le pays le plus crédible, c'est l'Algérie, le partenaire qui cherche justement des relations équilibrées, c'est l'Algérie. Il fallait à ce moment-là tendre la main, permettre des investissements, parce que évidemment il y a un lobby industriel qui ziote vers le Maroc, parce qu'il se désengage de la Chine, il se désengage même de façon moins importante, mais quand même relativement de l'Inde, et il fallait que ces industriels investissent là où il y a de l'énergie, là où il y a de la main-d'œuvre de qualité, là où c'est proche de leur marché, ainsi de suite. L'Algérie était le mieux indiqué, le marché le mieux indiqué. Et pourquoi ça n'a pas été fait? L'Algérie n'a rien fait, elle a jeté la France dans les bras du Maroc. Pardon? Pourquoi justement cette non-présence? Pourquoi est-ce que, effectivement, c'est important ce que vous dites, à un moment donné, entre la France et le Maroc, c'était pas ça du tout. Pourquoi est-ce que l'Algérie n'a pas saisi l'opportunité, mais comme elle aurait pu le faire? Je pense que Hamid Dello pourra revenir sur des exemples, mais comme elle aurait pu le faire dans le cadre de certains exemples, comme cette crise géostratégique où tout de même fournisseur de gaz, d'électricité, de pétrole. Pourquoi l'Algérie n'a pas su le faire? Alors c'est quoi, de l'attentisme? Elle a fait exactement elle a fait le contraire de ce qu'il fallait faire. Le président Tebboune devait venir en France. C'était programmé. C'était, je crois, si mes souvenirs sont bons, en septembre ou octobre. Et à la place de ça, de façon vraiment inopinée, de façon inexpliquée, au lieu de venir en France, il se rend à Moscou au moment où il y avait une crise extrêmement forte entre Moscou et Paris. Il va à Moscou et, en flagorneur, en présentant Poutine qui venait d'être condamné par la CPI, en le présentant comme étant un ami de l'humanité. Et donc il a choisi son camp. Et à ce moment-là, très certainement qu'il y a eu un basculement. Ça n'a pas été tout de suite dit. La France a dû réagir à ce moment-là parce que l'Algérie a montré qu'elle n'était pas fiable, que finalement les rapports avec la France n'étaient pas francs, n'étaient pas approfondis, ils étaient en surface et que derrière c'était un alignement avec la Chine et la Russie, et on a donc jeté la France et l'Europe dans les bras du Maroc. Merci. Vous pourrez continuer juste derrière. On va en prendre quelques minutes encore avant de parler, bien évidemment, du deuxième axe, mais vous verrez que tout ça c'est lié.
Hamid Lelou, sur votre constat, est-ce que c'est le même quelque part que Qadsi Djibal? Est-ce que c'est le même que Hassan Haroche? Est-ce que c'est une diplomatie, un président qui n'a pas su, à un moment donné, effectivement, prendre les opportunités parce que pendant quelque temps, c'était la ruée vers l'or au palais El Mouradia et au ministère des Affaires étrangères où même le chef d'état-major s'est même substitué à un moment donné en diplomate. Hamid Lelou. Moi, je vais reprendre le fil de pensée de ce Hassan qui disait que le régime algérien n'était pas complètement engagé et sérieux par rapport à ses engagements avec la France. Je dirais la même chose sur la Russie. Regardez la situation avec la Russie qui se mêle directement de la chasse gardée algérienne, entre guillemets, qui est le Sahel. Et maintenant, l'Algérie se retrouve déstabilisée au sein de ses frontières du Sud par son ami traditionnel qui est la Russie. C'est la Russie qui n'a pas fait grand-chose pour aider ce régime à accéder aux BRICS. Donc, ce n'est pas que la France. Je pense que les occasions manquées, elles sont de part et d'autre. Le Maroc aussi, il avait manqué beaucoup d'occasions et ce n'est pas la dernière. Le revirement dans les positions françaises par rapport à l'Algérie et au Maroc, elles vont continuer à souffler le chaud et le froid, un coup sur l'Algérie, un coup sur le Maroc. Ils n'ont pas dit leur dernier mot. Je reviens à ma formule de parrainage, parce que la France, qui est plutôt malmenée ailleurs, elle continue à se comporter comme le patron de l'Afrique du Nord, qu'on déplaise à certains. C'est Qassi qui dit que héritage révolutionnaire, mais justement l'Algérie de maintenant, d'aujourd'hui, n'a pas les moyens de cette politique parce qu'ils n'ont rien à voir avec l'héritage révolutionnaire. C'était un régime de police politique et il a donné un exemple justement qui confirme mon idée. Il parle des investissements étrangers directs, IED, et il donne l'exemple de Total qui est justement la non-souveraineté algérienne sur son pétrole. Une compagnie Sonatrach, après 62 ans d'indépendance, elle ne peut pas explorer une partie infime du désert algérien. Ça fait pas partie d'investissement direct. Ça, c'est une société qui vient et qui pique vos ressources et puis c'est tout. L'investissement direct, c'est de créer de la valeur ajoutée, c'est de créer des emplois, c'est d'investir dans des entreprises industrielles, agriculture, tourisme, etc. Mais c'est hors hydrocarbures. Maintenant, est-ce que ça dénote de l'amateurisme L'amateurisme, encore 2-3 minutes, vous avez un peu moins de temps de parole, Hamid Lelou, donc je vous laisse continuer. Mais pour certains, bien évidemment, encore une fois, tout le monde s'exprime et c'est bien qu'il y ait des avis qui divergent. Mais quand les analyses que vous faites sur cette diplomatie avec une absence sur des moments clés, effectivement, où l'Algérie aurait pu vraiment faire preuve de levier, c'est quoi? Selon vous, c'est un système, c'est une diplomatie d'attentiste, c'est un système qui est affaibli, un régime aussi qui est dépassé. C'est vrai que Ahmed Attaf, il était là il y a 30 ans, 35 ans aussi. Il y a des dirigeants aussi qui politiquement, encore une fois, sont aussi, là on parle politiquement, vieillissants. Comment vous expliquez cette période un peu, selon votre analyse, vous parlez quand même d'expériences qui n'ont pas abouti, voire d'échecs. Qu'est-ce qu'il faudrait renouveler? Qu'est-ce qu'il faudrait changer en Algérie? Il faut changer le système politique. Le problème de la diplomatie, c'est le reflet à l'international, à l'extérieur de la politique intérieure. Si les Américains sont capables d'avoir un impact diplomatique à l'international, c'est parce qu'ils sont forts chez eux. La même chose peut se dire sur la France, même si la France, elle est amoindrie. C'est pas tout le temps par rapport à la légitimité politique. La légitimité politique, c'est quelque chose de, je dirais, caractéristique à certaines nations, à certains peuples. Si on prend la Chine, il n'y a pas de légitimité politique à l'intérieur, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de liberté d'expression, et pourtant le pays avance économiquement, ils imposent leur point de vue à l'international, ils sont en train de bousculer les Américains sur beaucoup de fronts, et pourtant on n'a pas de démocratie. Mais ça, c'est l'exemple de la Chine qui n'a rien à voir avec l'Algérie. Le Chinois ne réfléchit pas comme l'Algérien. Les Chinois, c'est 1,5 milliard de bouches à nourrir.
ils ont d'autres priorités. Nous, de notre côté, avec toutes les ressources que nous avons, avec le potentiel que nous avons, avec notre culture, l'Algérien, il ne peut pas vivre sous oppression. L'Algérien, il a besoin de sa dignité plus que de nourrir son ventre. Il va nourrir sa tête et son cœur avant de nourrir son ventre. Et c'est pour ça que cette diplomatie algérienne, elle est malmenée parce qu'elle n'est pas représentative de ce qu'est l'Algérien, de ce que veut l'Algérie. Et vous ne pouvez pas faire de diplomatie quand vous ne pouvez pas influencer, parce que la diplomatie, ce sont des influences économiques, des influences militaires. J'avais toujours décrit l'Algérie comme une table basse où vous avez le peuple, les 3 pieds. Une table basse à 3 pieds, c'est une économie forte, une légitimité politique forte et une armée qui est stable. Je pense qu'on a une bonne armée qui est assez homogène, mais les 2 autres pieds, ils sont plutôt vacillants. Et c'est ce qui fait que cette diplomatie algérienne souffre parce qu'ils ne sont pas écoutés, parce qu'ils ne sont pas crédibles. Pourquoi ? Parce que aussi, si on voit le modèle de la réelle politique, quand vous êtes un petit pays, parce que l'Algérie c'est un petit pays, quoi qu'on dise, il faut vous mettre sous une aile. Et en ce moment, l'Algérie n'est plus sous l'aile directe et complète de l'aile russe. Elle est en train de vaciller, à essayer de se positionner par rapport aux différents grands acteurs, y compris la Chine, la Russie, les États-Unis et la France. Et c'est pour ça qu'on voit tous ces coups qui arrivent. Les Américains, ils ne sont pas d'accord, ils viennent et ils essayent de faire leur pression. Les Chinois ne sont pas d'accord, les Russes ne sont pas d'accord, les Français ne sont pas d'accord, parce que justement cette diplomatie algérienne ou ce régime algérien n'arrive pas à se positionner et il est dans l'incapacité de plaire à tout le monde et c'est impossible de plaire à tout le monde. Merci à tous les 3, restez avec nous. Nous allons donc revenir maintenant sur cette présidentielle qui aura lieu maintenant le 7 septembre prochain. Les élections en Algérie, donc le 7 septembre prochain, malheureusement actuellement, donc absence totale au sein des médias pour notamment revenir sur les programmes des candidats, mais aussi revenir sur celui qui est en lice, c'est Abdelmadjid Tebboune qui a annoncé clairement, donc maintenant il y a déjà quelques temps, sa candidature. Donc ce soir, nous allons revenir sur son bilan en quelque sorte. Sur sa légitimité, sa crédibilité à continuer à briguer un deuxième mandat, mais surtout comment se déroulent ces élections. Regardez cette conférence de presse, c'est Mohamed Chorfi qui a donc organisé une conférence de presse pour annoncer les résultats. Et même lui, écoutez bien, il parle de désastre, de carita, des termes, vous allez les écouter, vous ne rêvez pas, alors c'est à la fois ça peut être risible, mais à la fois, ça fait beaucoup de peine pour le peuple algérien qui est censé avoir affaire à des élections transparentes, comme il le dit. كنا باش نعطيكم المعلومات مباشرة على الإكران يبدو أن لم يتم خلاص ما لا تسمعوا نعطيكم المعلومات. C'est plein d'erreurs. والله لا العظيم يصيح والله لا. نعم سي حسن يعني قلت اي واحد يقول لك انا مستنى ما كملناش سي حسن اظن سي كارثه كان خطا مطبعي هنا ولهذا ما تقبلوش ما تقبلوش Voilà le patron de l'ANI, l'autorité nationale indépendante des élections, qui a aussi appelé les jeunes
à s'inscrire sur les listes électorales, à les voter. Le prochain scrutin présidentiel se déroulera dans des conditions aux normes optimales, des conditions qui ont dépassé la mise en place de conditions organisationnelles, je cite, aux normes internationales pour le prochain scrutin. Je pourrais vous en citer plein. Nous avons effectivement sélectionné juste quelques morceaux parce que c'est assez frustrant et assez angoissant. Hassi Djebar, une nouvelle Algérie avec une élection qui normalement devrait être organisée dans les meilleures conditions. Quand vous voyez ça, j'avais un invité cette semaine qui disait mais c'est bien, on apprend. On apprend. Mais comment, c'est assez dramatique de voir ces images. Je peux répondre? Ah, c'est à vous, oui, bien sûr. D'ailleurs, vous avez un peu de temps de moins de parole. Après, vous m'arrêtez au plus après 30 secondes. Non, allez-y, pas du tout, allez-y, vous avez la parole. Même pas un dixième pour rapport aux autres. Franchement, c'est ce que je viens de dire, vous avez un peu de temps. Hassi Djebar, je viens de dire que... Mais Hassi Djebar, c'est à vous, prenez la parole. Allez-y. Je vais commencer, puisque même mes amis, j'en suis sûr qu'ils sont indignés. Ce que vous avez fait tout à l'heure, m'arrêter au bout de 30 secondes. Mais allez, je vais vous répondre. 30 secondes, non, mais désolé, en tout cas, continuez. Est-ce que vous pensez, monsieur le journaliste, quand le président de l'agence, comme l'ANI, qui vous dit des choses sans opacité, il vous le dit clairement. À un certain moment, on disait au gouvernement algérien qu'il travaillait dans l'opacité. Aujourd'hui, c'est direct, ils disent ce qu'ils pensent. Voilà l'ouverture, voilà une Algérie nouvelle. Mais c'est malheureux, il y a certains journalistes, certains hommes et femmes politiques, certains pays, certains responsables ne croient pas, et même dans la population, certains aussi, ils ne croient pas à cette Algérie nouvelle. Ils ne sont pas prêts à croire à cette Algérie nouvelle. Eh bien, c'est ça l'Algérie nouvelle. Dès qu'il y a quelque chose, ils vont le dire. Sans opacité, il n'y a pas de cachotterie maintenant. Ils disent tout. Voilà l'Algérie nouvelle. Oui, ils vont faire des élections propres et honnêtes. Voilà l'Algérie nouvelle. Oui, contre comment on appelle ça, des prétendants, candidats à l'élection présidentielle, achètent des voix de certains élus, ils le disent. Voilà, ils ont acheté des voix. Donc, on ne va pas accepter leur candidature. Il n'y a pas le compte des 50 000 dans les 29 wilayas. Oui, il y a 50 000 pour certains, mais ils ne sont pas issus des 29 wilayas minimum. Ils le disent et ils l'arrêtent et ils n'acceptent pas sa candidature. Il y a 3 aujourd'hui, ceux qui sont en liste, c'est eux qui ont les conditions pour être candidats. Maintenant, bien sûr, il y a des recours. En attendant la dernière semaine, en attendant le dernier jour par rapport aux appels, pour faire appel à la justice, celui qui a gain de cause, il aura gain de cause, mais c'est ça l'Algérie nouvelle. C'est une grande Algérie. Vive l'Algérie, Tanmir. Et s'il vous plaît, monsieur Chaban, c'est la dernière fois que vous m'invitez, puisque le coup que vous avez fait tout à l'heure, c'est inacceptable. Inacceptable de la part d'une télévision. Tanmir. On a perdu Hassi Djebar ou il y a un souci technique? D'accord, on va le rappeler. Bon, en tout cas, je vous ai annoncé clairement que vous aviez un temps de parole en moins, et même là d'ailleurs, vous n'avez pas pris beaucoup de temps, mais voilà, j'espère que vous allez pouvoir revenir et continuer à nous donner votre avis. Hassan Hiraj, sur cette question des élections, le Conseil constitutionnel d'abord, je rappelle qu'il a officiellement donc annoncé les 3 candidats, que les recours n'ont pas été, ils ont été étudiés selon le Conseil constitutionnel, mais ils n'ont pas donné suite favorable aux personnes qui ont fait recours. Déjà avoir votre avis sur ce climat, cette organisation dans ces conditions. Avant de répondre directement à votre question, il y a un géopoliticien russe, dont malheureusement j'ai oublié le nom, qui disait quand il y a du turbonationalisme, il faut chercher derrière la corruption. Le turbonationalisme cache en général la corruption ou autre chose de louche dans ce sens-là. Enfin bref, donc, pour répondre à votre question, est-ce que vous m'entendez? Très très bien, oui, on vous entend Hassan Hiraj. Écoutez, ce qui s'est passé là, en direct, avec M. Chorfi, cette commission
soi-disant indépendante, des élections, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas propre à l'Algérie nouvelle. C'est comme ça depuis 1962, même quand il y avait un candidat unique, en la personne de Boukhara Mohamed Boumediene. C'était des élections libres, des élections, claires, ainsi de suite, avec participation de tout le peuple, machin, etc. Toute la phraséologie que j'ai connue dans les années 70, je la retrouve aujourd'hui. Donc, Abdelmajid Tebboune n'a absolument rien inventé, rien déformé, rien rajouté. Donc, on se retrouve en fait dans un système totalement schizophrénique, et tout le monde le sait. Et les premiers à le savoir, ce sont ceux qui organisent ces élections-là, parce qu'ils ne font que répondre aux exigences d'un système. Tant qu'on ne réforme pas le système, ça sera toujours ainsi. C'est-à-dire des élections de dernière minute, on a vu même qu'elles ont été anticipées, des élections en fait opaques, des candidats présélectionnés, des résultats qu'on connaît aujourd'hui d'avance. On est peut-être en train de discuter quels chiffres on va annoncer en termes de participation, en termes d'abstention et en termes, de bulletins nuls, ainsi de suite. On est en train plutôt de travailler avec les différents centres de décision, de travailler de quels sont les chiffres qu'on va annoncer. Et ça, ce n'est ni la faute de Chinguiriha, ni la faute de Tebboune, ni la faute de personne. C'est le système qui a été mis en place depuis le coup d'État en 1962 par Boumediene et Ben Bella, et qui a été renforcé par celui de Boumediene contre Ben Bella, et qui a été mis en place pour instaurer une démocratie populaire, c'est-à-dire du type soviétique qu'on avait connu avec la Pologne, la RDA, la Hongrie, la Tchécoslovaquie, ainsi de suite. C'est ce modèle-là qui continue en Algérie, parce que quand il y a eu la réforme de 89, elle a été d'une courte durée. On n'a pas été plus loin. C'est-à-dire la montée de l'islamisme a fait peur aux dirigeants militaires et aux dirigeants des services de renseignement militaires. Ça leur a fait peur et ce n'est pas forcément injustifié. Donc, ils sont revenus à l'ancien système, c'est-à-dire ils ont remis l'étau sur l'Algérie, la chape de plomb sur l'Algérie. Donc, je ne vois pas quelles conditions nouvelles feraient qu'aujourd'hui, il y aurait des élections libres, transparentes, avec des candidats choisis par leur peuple, etc. C'est impossible dans la configuration actuelle. D'où d'ailleurs la faiblesse de l'Algérie par rapport au sujet précédent, à savoir qu'il y a une rupture entre les dirigeants et le peuple algérien. Et cette rupture-là, est malheureusement, porte préjudice à l'Algérie. On a vu comment, en Iran, c'est le renseignement de l'opposition iranienne à la théocratie qui a donné à chaque fois des renseignements à leur ennemi juré Israël, qui a assassiné des scientifiques, qui a assassiné des généraux, qui vient d'assassiner Ismaël Haniyeh, etc. En général, c'est sur renseignement intérieur. Et on voit par exemple comment des journalistes, comment des influenceurs ici en Europe et ailleurs, en Amérique, au Canada, etc., sont informés par des agents de l'intérieur. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a une rupture entre les dirigeants et le peuple algérien. Au lieu de faire du peuple algérien un auxiliaire des renseignements, un auxiliaire de l'armée, un auxiliaire de l'administration, ça, on en a fait un ennemi. Or, dans cette configuration-là, justement, nos ennemis ou nos adversaires en profitent. Aussi bien le Maroc qui est un compétiteur agressif, mais aussi des compétiteurs et des menaces latentes
comme l'Arabie Saoudite, comme les Émirats Arabes Unis, comme l'Égypte, comme maintenant les juntes du Sahel qui sont manipulées par les Émirats et par le Maroc, et accessoirement, comme le disait Hamid Lelou, par la Russie. Donc Merci. il y a quelque chose d'incompréhensible dans ces trucs-là. Donc l'affaiblissement de l'Algérie, ça vient de ça, de ces élections-là, qui ne sont ni propres, ni claires, ni on continue, on a encore un peu de temps. On a encore un peu de temps, Hassan. On a un peu de temps. On va donner la parole à Hamid Lelou. On essaye de joindre Qassid Jebbar en vain, malheureusement. Voilà, avant de lui donner la parole, je l'ai annoncé clairement qu'il avait du temps en moins de parole. Le plateau est ouvert à tout le monde. Et vraiment, croyez-nous qu'il n'y a aucun objectif de ne pas donner la parole aux invités. Loin de là, sinon on n'inviterait personne. Et on remercie Qassid Jebbar vraiment pour sa fidélité et ses analyses qui sont toujours aussi pertinentes, et je le pense sincèrement. Hamid Lelou, un mot sur ces élections. Vous avez entendu Mohamed Chorfi, je le disais. On va écouter tout à l'heure aussi le procureur. Il y a cette enquête qui a été lancée, qui apparemment, selon Alger, donc quelques personnes sont ciblées. On ne sait pas qui c'est, avec des achats de parrainage. Pour l'instant, on n'a pas de nouvelles. Procureur qui annonce aussi que la corruption est terminée. La corruption, Hamid Lelou, comme ça vous réagissez sur ces deux points, sur ce que vous venez d'entendre, mais la corruption, ok, c'est peut-être financier, mais c'est aussi ouvrir l'expression, les libertés, le champ médiatique, le champ politique, et puis il y a cette question de justice. Est-ce que cette justice s'est améliorée? Est-ce qu'elle est fiable aujourd'hui avec le président actuel? Et j'espère qu'on va réussir à joindre Qassid Jebbar. On essaie en vain, mais voilà. Hamid Lelou. Alors, ces cafouillages qu'on a vus à la télé, je vais répondre aux questions une par une. Ces cafouillages et tout ça, ces élections qui sont d'ailleurs pas crédibles, et vous le savez très bien, tout le monde sait quelle est ma position, boycott total et grève générale le 7 septembre 2024. Un point, c'est tout. Mais je vais parler. Le problème, c'est que ces pratiques, comme disait Hassan, elles ont toujours été là. Ces cafouillages, cet amateurisme, ces fautes, ces erreurs. Mais la différence, c'est que maintenant, c'est connu du public. C'est le Hirak 2019 qui a tout fait changer. Maintenant, le linge sale ne se lave plus en famille, et se lave devant tout le monde, sur un parterre ouvert. Moi, ceux qui croient à ces élections, je ne parle pas à ceux qui vont la boycotter, je ne parle pas de ceux qui se méfient de ce régime, mais ceux qui supportent le régime parmi les Algériens, je ne sais pas, peut-être il y a 5%, 5-6%. Moi, je leur pose une question. L'entre-élection, on a eu des élections, soi-disant, leur mascarade. Tous les 5 ans, nous avons une mascarade. C'est la question que je pose, c'est que où sont ces acteurs pendant 4 ans, 5 ans? Il est où, Chorfi, depuis 2019? On ne l'a pas entendu, on ne l'a pas vu. Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi son travail? Bengrina, qu'est-ce qu'il fait? Assoul, qu'est-ce qu'elle fait? Tous ces clowns-là qui gravitent autour et qui se présentent comme des candidats, des politiques. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont dans un tiroir, on ferme le tiroir pendant 4 ans et après on les ressort parce que carnaval fait des chara, voilà. On a envie de faire une fête et on va ressortir les mêmes clowns pour nous faire ce décor comme quoi il y a des élections et voilà. L'argument, j'aime bien cette formule que Hassan vient de sortir de ce philosophe russe, ce fanatisme patriotique ou populaire, ça cache la corruption. Effectivement, tous ceux qui viennent, ils essaient de défendre l'Algérie, ils défendent leur croûte, ils sont payés. Bengrina est payé à coup de contrats, des terres spoliées, et c'est des fusibles qui vont payer les pots cassés. C'était le cas de Haddad à une époque, les Kinounan ou je sais pas qui, ou Yahya et tout ça. Et la mafia
tape sur une autre, c'est une équipe. Si demain cette équipe échoue, eh ben, ils vont tous se retrouver en prison. Et du coup, la corruption, elle gangrène la société à tous les niveaux, même au niveau des élections. Est-ce qu'on est surpris que certains partis ou certains individus essayent d'acheter des cartes d'identité et signer des parrainages pour les candidats? Ça se fait dans d'autres pays. Moi, je l'ai vu de mes propres yeux dans d'autres pays. Ils achètent des cartes d'identité pour simuler des parrainages. Est-ce que ça me surprend en Algérie? Absolument pas. Et d'ailleurs, je ne vois pas pourquoi il le ferait, parce que moi, je ne pense même pas que les chiffres donnés par rapport à ces candidats qui sont passés, ce soient des chiffres réels. Par exemple, si on prend le cas du FFS, c'est évident que le régime essaye de récupérer cette région pour la faire participer à ces élections, croyant qu'un candidat du FFS va arriver à mobiliser la population locale, mais je ne le pense pas, parce que lui, il n'a jamais été un opposant, il est au service de ce régime, il est là pour participer à cette fête qui, j'espère, va échouer. Voilà. Alors, on va écouter ici le procureur près de la cour d'Alger, Lotfi Boudjma, qui, on lui pose une question, notamment, alors il a annoncé, je vous le disais, qu'il y a une enquête qui a été faite, notamment sur apparemment trafic, corruption de parrainage, de signature. On n'en sait pas plus actuellement. Quelles sont ces personnes, combien, on n'a pas réellement d'éléments précis, mais on lui demande aussi, est-ce que vous avez ouvert une enquête sur les recours qui ont été faits notamment par certaines candidates, dont Louisa Hannoun et Saïda Narza. Écoutez la réponse du procureur. المستوى الأول أو الفئة الأولى تتمثل في سماع حوالي أو أكثر من 50 شخصا عبارة عن منتخبين على محاضر رسمية أمام هذه المصالح المختصة بالتحقيق، أين صرحوا معترفين أغلبهم صراحة بتلقيهم مبالغ مالية تتراوح قيمتها بين 20,000 دينار جزائري و30,000 دينار جزائري. المستوى الثاني. Bon, vous avez vu qu'il n'y a pas grand monde aussi à cette conférence, mais c'était pas vraiment le bon sonore. C'est pas très grave. En tout cas, voilà, un procureur qui répond et qui revient sur les éléments et qui répond pas spécialement. Hassan Herash, une question aussi là-dessus. Il y a tout de même, voilà, un travail qui a été fait. Racine Jebal, d'ailleurs, le disait tout à l'heure, qu'il y a une spontanéité, qu'on essaie de dire les choses, on essaye en tout cas, on donne des éléments. Le pouvoir donne des éléments aux Algériens en disant, voilà, avant les élections, nous avons tout de même démantelé des choses, etc. Mais à l'inverse, il y a ce manquement. Une bonne élection transparente, intègre, c'est aussi une justice au rendez-vous, c'est permettre aux partis politiques de s'exprimer, avoir des candidats opposants qui puissent réagir. Et aujourd'hui, il y a ce déni du pouvoir et il y a ce silence, tout de même, on le constate, au sein des médias, par exemple, des opposants, ne sont pas conviés, par exemple. On n'est pas encore dans une phase de travail sérieux, donc on essaie de rafistoler comme on peut, de donner un certain nombre de gages qui ne sont pas forcément crédibles. Je pense que si on veut véritablement faire des élections libres, l'Algérie a tous les moyens. Les services algériens sont extrêmement performants dans un certain nombre sur un certain nombre de dossiers. Ils peuvent aussi régler ce problème d'élection s'il y avait une décision politique. Je pense qu'il suffit déjà d'accorder aux journalistes la possibilité de surveiller, de permettre aux partis politiques aux partis politiques de suivre le cheminement, à des associations, à des observateurs nationaux et étrangers, ainsi de suite. Il y a énormément de moyens possibles pour rendre une élection crédible et permettre aussi véritablement une compétition avec plusieurs candidats,
plusieurs obédiences politiques, ainsi de suite. C'est malheureusement pas le cas. Donc la décision n'est pas encore prise de faire des élections libres et participatives. Pour quelle raison, je n'en sais rien. Ça, c'est malheureusement, c'est des rapports de force entre les différents centres du pouvoir. Donc, je n'ai malheureusement pas d'informations pour dire pourquoi l'Algérie nouvelle n'est pas passée à une nouvelle Algérie, mais qu'elle est toujours dans l'ancien temps, comme disait le général de Gaulle, on essaie de faire des omelettes avec des œufs durs. Donc, aujourd'hui, c'est la même méthode. Et c'est pas comme ça qu'on va y arriver. Donc, si on veut véritablement que le pays avance, il faut une politique qui réconcilie le peuple algérien avec les décideurs, avec les dirigeants, avec son armée, avec ses services, ainsi de suite. Aujourd'hui, le peuple algérien se sent complètement exclu. Pourquoi? Parce qu'il ne peut ni participer à la gestion de son pays, ni au niveau local, ni au niveau régional, ni au niveau national. Il ne peut pas être informé par les médias de son pays, ni au niveau des télévisions, des journaux et d'autres médias. Donc il est obligé de chercher des informations chez nos ennemis, chez nos adversaires, sur Facebook, sur des influenceurs hostiles à l'Algérie, chez des pays qui nous sont plus ou moins hostiles, ce qui agrandit la fracture, encore une fois. Donc aujourd'hui, l'Algérie ne va pas faire des élections libres et participatives pour le 7 septembre. Ils vont régler le problème comme ils l'ont réglé depuis 1962, mais je ne suis pas pessimiste, parce que l'Algérie a toujours la possibilité, je sais qu'à l'intérieur même du système, il y a des gens qui y travaillent, même si aujourd'hui, ils n'ont peut-être pas, ils ne sont pas sur le haut du pavé, ils n'arrivent pas encore à convaincre leurs collègues, mais je suis absolument certain que tout le monde n'est pas pourri. On a vu des gens comme le général Haddad et bien d'autres qui sont sortis du lot et qui ont dit un certain nombre de vérités. Et si lui a existé, il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas d'autres généraux à l'intérieur, d'autres colonels, d'autres commandants, d'autres officiers des services de renseignement, etc. Mais aussi des procureurs, des juges, des hauts fonctionnaires qui peuvent travailler à un changement. En fait, tout est question de faire des réformes extrêmement importantes et de travailler pour que l'Algérie ait un soft power au niveau mondial avec ses intellectuels, sa diaspora, ses renseignements, ainsi de suite. Bon, je vois que vous êtes un peu pressé. On reviendra sûrement sur ces sujets une autre fois. Avec plaisir. Il nous reste 3 petites minutes, Hamid Lelou, sur ces élections, cette transparence, voilà, je le disais, cette enquête, peut-être aussi à deux niveaux, une enquête qui n'a pas été notamment mise en place pour les recours. Hamid Lelou, une élection sans corruption, transparente, le cœur, c'est vraiment la liberté de donner au peuple de s'exprimer, et c'est ça, c'est un des manquements en Algérie, de donner envie aux gens d'aller voter, et en amont vraiment de faire de la politique. C'est pas demain la veille, hein, malheureusement. Mais je vais encore une fois prendre le fil du côté de mon ami Hassan, qui a parlé des gens de l'intérieur. Je l'ai toujours dit que le changement ne se fera pas sans l'appui de ces personnes compétentes, honnêtes, nationalistes, qui aiment l'Algérie, qui seraient prêts à relever le défi. Mais moi, je vais être très pragmatique et peut-être critique par rapport à notre opposition réelle, que j'admire. Karim Tabou, Mohsen Belabbas et tant d'autres que je peux pas citer tout le monde. Qu'est-ce que je reproche c'est pas qu'est-ce que je reproche, quel conseil je leur donnerais. Il est temps qu'ils changent de cette logique d'opposants éternels et ils se transforment en machine à proposition. Pas pour aller vers les élections, c'est pour convaincre le peuple, c'est pour
pour imposer une narrative qui soit différente. Dire que voilà, chacun de son côté, de ces leaders que j'ai cités ou pas cités, pour l'éducation nationale, c'est comme ça qu'on le voit. 1 point, 2, 3, 4, 5. C'est comme ça qu'on voit la recherche scientifique. C'est comme ça qu'on voit l'économie des PME et des PMI. C'est comme ça qu'on voit la situation les hôpitaux, etc. C'est ce genre de propositions qui vont convaincre les bases, qui vont convaincre et qui vont les aider à mobiliser les masses. C'est comme ça qu'il faut le faire. C'est pas que de faire des critiques, mais il faut faire des propositions. Pas pour aller se faire élire, mais c'est pour gagner la confiance du peuple. Et le 7 septembre, où lâche le vote, c'est le boycott total. Et j'espère que ce sera aussi une journée de grève nationale. Merci. Hamid Lelou, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle, vous êtes en direct de Washington, analyste politique. Merci infiniment. Hassan Haresh, merci d'avoir été avec nous, ingénieur économiste, analyste. Slimane Azem, blessure et résilience aux éditions de l'Harmattan. Je remercie bien évidemment notre ami et invité Rassi Djbal. On n'a pas réussi à le joindre. En tout cas, vous êtes le bienvenu. Et encore une fois, je l'ai dit avant de vous donner la parole, vous aviez du temps de moins de parole. Ça arrive souvent, on fait des réajustements et le but, vous le savez, on a l'honneur, le plaisir de vous recevoir régulièrement et merci pour votre fidélité. En tout cas, moi, j'aurai le plaisir de vous rappeler pour vous réinviter et vous prendrez la décision. En tout cas, sincèrement, vous êtes le bienvenu. L'équipe en régie, merci infiniment pour le travail. Dans quelques instants, vous allez retrouver Salim Salhi pour El Umq. Bonne soirée à tous et je vous retrouve normalement lundi. Bonne soirée.